Bonsoir à tous. À la une de ce journal, qui sera sur la ligne de départ dans cette course pour la présidentielle prévue en octobre 2018? Le Conseil électoral doit dévoiler en ce début de semaine la liste des candidats qui répondent aux critères prévus dans le code électoral. Les différents postulants retiennent leur souffle avant la grande bataille électorale. Alors que la mission d'inspection de la Confédération africaine de football est d'ores et déjà à Yaoundé, les pouvoirs publics mettent le pied sur l'accélérateur des différents chantiers des infrastructures sportives destinées à abriter cette CAN de football prévue en 2019 au Cameroun. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À 4 mois du délai de livraison du nouveau stade Omnisport d'Olembe, le gros œuvre est presque achevé. L'entreprise prestataire s'active à la pose de la toiture du stade Paul Biya. C'est le constat que font nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gansop au moment où la mission d'inspection de la CAF est d'ores et déjà à Yaoundé. Reportage. C'est une cuvette d'Olembe en pleine ébullition que les inspecteurs de la CAF vont visiter dans les prochaines heures. Les gradins sont achevés et n'attendent plus que la pose des sièges. Pour l'instant, un seul offre l'hospitalité au gouverneur de la région du centre. Je voudrais que le Camerounais, par rapport à ce stade, sache que le stade sera prêt. Tout a été fait, tout a été mis en œuvre, et par l'entreprise, et par les pouvoirs publics, pour que ça se passe très bien. Donc pour le moment, nous n'avons pas de raison d'être inquiets, parce que techniquement, même si on est novice en la matière, on voit que les choses se passent très bien. Qu'il s'agisse de la tribune présidentielle, de la toiture, que des deux stades annexes, il y a eu des avancées notables depuis le dernier passage du comité de site. D'ailleurs, la pose de la toiture commence à se dévoiler. Bon, comme d'habitude, le travail avance et avance avec un très bon rythme. On peut voir les zones principales du stade où toute la structure est finie. On a commencé aussi avec le couverture ou le toit qui va être fini le 15 septembre en total. Tous les matériels nécessaires sont ici au chantier, soit pour le toit, soit pour le lot technologique. Moins d'un an nous sépare de la CAN 2019 et alors que la mission d'inspection de la CAF est dans nos murs, le groupe Pichini promet que les délais seront tenus. On va continuer avec ce rythme de travail, on va continuer à travailler jour et nuit, on va toujours continuer à augmenter les numéros de personnel et matériel plus que les nécessaires même, parce qu'on va toujours travailler pour finir ce stade pour la fin de décembre, pour le 28 décembre 2018. C'est un chantier en pleine ébullition qui nous accueille à quelques heures de la visite d'inspection de la Confédération africaine de football. Le groupe Pitini rassure, ce stade sera livré dans les délais et donc il ne devait pas avoir d'inquiétude par rapport à la capacité du Cameroun d'organiser la CAN qui pointe à l'horizon. Ici, le stade Paul Biya d'Olembe, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. En plus de ce stade, c'est tout un complexe sportif et hôtelier qui se dessine à Olembe, non loin de Yaoundé. Le directeur général de l'entreprise chargée des travaux a tenu à faire le point sur ces infrastructures qui sont en cours de réalisation. Je vous propose de l'écouter. Maintenant, dehors du stade, aussi, on a très bien avancé au niveau de stade annexe, le stade d'entraînement. Et dans les deux stades d'entraînement, les zones de vestiaires et tribunes sont plus ou moins finies. Les heures de jeu, ils ont bien avancé et aussi l'infrastructure à l'extérieur. Si on parle de travail VRD, on parle des services électriques, anti-incendie, hydrosanitaire, c'est bien avancé. Là-bas, où il y en a les stades d'entraînement, c'est plus ou moins fini.
Et au niveau du stade principal, on va finir tous ces travaux d'infrastructure pour le 15 septembre 2018. Bon, on avance dans toutes les zones, aussi au centre commercial et à l'hôtel, qui sont des zones annexes aussi. On a bien avancé. La structure du centre commercial va être finie totalement la semaine prochaine et la structure de l'hôtel une semaine après ça. Aussi, le travail de façade va commencer le fin de ces mois et ça va être complété dans 2 mois. Toujours dans ce chapitre sport, ils sont 2 anciens footballeurs de haut niveau international recrutés pour encadrer les Lions indomptables, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, 2 techniciens néerlandais qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire des grands clubs de football européens. Des précisions avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Né le 1er avril 1976 à Paramaribo, Clarence Seedorf, qui a débuté sa carrière de footballeur à l'AS 80 et au Real d'Almere, explose véritablement à l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas où il évolue de 1986 à 1995. Sa carrière le conduira par la suite à Sampdoria de Gênes en Italie, au Real de Madrid en Espagne, à l'Inter de Milan et au Milan AC, une fois de plus en Italie. Après un détour à Botafogo au Brésil, il raccroche ses godasses en 2014. Au total, Clarence Seedorf dispute entre 1992 et 2014 889 matchs en club et inscrit 135 buts. Avec la sélection nationale des Pays-Bas de 1994 à 2008, Clarence Seedorf dispute 87 matchs pour 11 buts. En termes de palmarès, Seedorf remporte 4 Champions League européennes avec 3 clubs différents. Ajax d'Amsterdam en 1995, Real de Madrid en 1998, Milan AC en 2003 et 2007. À la fin de sa carrière de joueur en 2014, l'ancien milieu de terrain entame celle d'entraîneur la même année par le Milan AC. Il ira ensuite à Shenzhen FC de Chine en 2016, puis au Deportivo La Corogne en Espagne en 2018. Clarence Seedorf est âgé de 42 ans lorsque le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce son recrutement comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Son adjoint et non moins compatriote Patrick Kluivert est lui aussi âgé de 42 ans. Né le 1er juillet 1976, il a également écrit les belles pages de l'Ajax d'Amsterdam et du Milan AC. Il jouera ensuite pour le FC Barcelone, Newcastle United, Valence, PSV Eindhoven et Lille Olympic Sporting Club en France où il met un terme à sa carrière en 2008. Patrick Kluivert, c'est 475 matchs en club et 205 buts. Attaquant féroce, il dispute 79 matchs avec l'équipe nationale de Hollande et inscrit 40 buts. S'il s'est reconverti en entraîneur après avoir été joueur, il fait également de l'administration. Au moment où le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce sa nomination comme coach adjoint des Lions indomptables, Patrick Kluivert est directeur du football du Paris Saint-Germain en France. Je vous le disais en titre, le Conseil électoral doit dévoiler en ce début de semaine la liste des candidats retenus pour cette élection présidentielle, du moins ceux qui répondent aux critères prévus dans le code électoral, alors que les postulants retiennent le souffle avant la grande bataille électorale. Je vous propose de suivre ce reportage qui fait le point sur les critères de sélection des candidats à l'élection présidentielle selon le code électoral. C'est un reportage signé Kate Diarra. Avec la convocation du collège électoral pour les présidentielles 2018, la course à étoudi se fait plus précise et les candidats, issus de tous les bords, se préparent à déposer leur dossier de candidature dans le délai de 10 jours imposé par la loi. Mais avant d'y arriver, ils doivent remplir de nombreuses conditions, dites d'éligibilité. Entre autres, on a Emmanuel Kouadika. D'abord, être camerounais, citoyen camerounais. Ensuite, être âgé de 35 ans, au moins. Comme autre condition, il faut justifier d'une présence continue dans le territoire du Cameroun pendant 12 mois. Mais à côté de cela, il y a aussi la nécessité de ne pas être en intelligence avec un organisme indépendant ou un État étranger. Entendez par là
Ne pas être dépendant à la fois sur le plan financier et intellectuel d'un organisme ou d'un État étranger. Parmi les questions qui reviennent tout le temps sur le sujet, il y a celle liée à la nationalité du candidat. Vous connaissez tous les débats sur la double nationalité que vous ne poserez pas à ELECAM, que vous poserez au Conseil constitutionnel par rapport à la Constitution du Cameroun. Pour ce qui nous concerne, pour qu'on soit éligible, il faut être citoyen camerounais. C'est tout ce que le code électoral demande. Mais aussi celle qui traite de l'âge de ce dernier. Et sur ce point, si la Constitution parle de 35 ans révolus, elle prévoit aucune limitation d'âge. Non, il n'y a pas de plafond. Jusqu'à présent, la loi n'a pas mis de plafond sur les conditions d'âge. Être âgé de 35 ans au moins. Vous savez que c'est une élection. Hein? Si les électeurs pensent qu'un individu qui a 102 ans peut porter la charge c'est eux qui décident, c'est les électeurs seuls qui décident. Une fois le cap de l'éligibilité passé, le candidat doit se rassurer que les éléments constitutifs du dossier de candidature soient présents afin que sa candidature ne soit pas rejetée. Parmi ceux-ci, on a une déclaration de candidature, une lettre d'investiture délivrée par son parti politique ou à défaut les 300 signatures demandées en cas de candidature indépendante. Il y a également une déclaration sur l'honneur, un extrait de l'acte de naissance, pour ne citer que cela. Ces éléments sont contenus dans le code électoral et permettent que le dossier soit complet. Puis vient l'étape de son dépôt. Et il faut le déposer en double, soit au démembrement régional d'Élections Cameroun, soit à la Direction générale des élections, dans les 10 jours de la convocation du corps électoral. Le démembrement régional a 24 heures pour transmettre à la Direction générale des élections. Au niveau de la Direction générale des élections, dans les 10 jours, les dossiers sont donc transmis au Conseil électoral qui les analyse et qui, à 60 jours de scrutin, publie la liste validée des candidats qui vont compétir. Sur la vingtaine des dossiers de candidature enregistrés à ELECAM, le Conseil électoral doit demain, mardi, dévoiler la liste des candidats qui répondent aux critères prévus dans le code électoral. C'est lors d'une session extraordinaire du Conseil électoral annoncée demain mardi à Yaoundé. Parlons de ces campagnes de sensibilisation sur le VIH-Sida qui tendent à s'essouffler au regard du taux de prévalence qui touche de plus en plus les jeunes âgés de moins de 25 ans. À peine 75 pères éducateurs ont été mobilisés pour sensibiliser les jeunes de toute la région du littoral sur les méthodes de prévention contre le VIH-Sida. Des précisions avec Julie Nguenyondé et Mitterrand Dame. Le taux de prévalence du VIH-Sida en nette progression chez les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Révélation faite par les responsables du Comité national de lutte contre le sida pour le littoral. C'était lors du lancement de la campagne baptisée Vacances sans sida, rendue à sa 16e édition à Douala. Dans la région du littoral, tout récemment, on nous a annoncé par une étude de Campia la baisse du taux de séroprévalence au niveau du Cameroun. Le taux de séroprévalence est passé de 4,3 au niveau national à 3,4 à ce jour. Mais, je vous dirais, la tranche des jeunes qui va de 15 à 24 ans, ce taux de prévalence est encore élevé. Sur les 10 infections que nous pouvons avoir, dans cette tranche d'âge, nous avons 6 infections. Et les jeunes filles sont les plus vulnérables. Donc nous exerçons les jeunes à un comportement responsable, à un bon usage d'utilisation du préservatif, à l'abstinence et à la fidélité à un seul partenaire dont on connaît le statut sérologique. Si la courbe semble avoir baissé sur le territoire national, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises pour freiner la propagation du VIH-Sida en milieu jeune. C'est dans ce sens que 75 pères éducateurs ont été formés afin de sensibiliser cette couche la plus exposée au VIH-Sida. Il y a eu 75 pères éducateurs qui ont été formés et qui devront, n'est-ce pas, se déployer dans la région à l'effet de procéder à la sensibilisation et à l'éducation des jeunes quant aux mesures qui sont prises dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte. Ces mesures impliquent la participation de tous les acteurs, y compris les jeunes eux-mêmes. Et il a été assigné
à ce père éducateur d'éduquer au moins 35 000 jeunes filles pour le compte de cette année et 25 000 jeunes garçons. Une tâche qui certes ne semble pas facile, mais permettra aux pères éducateurs d'informer les populations sur les méthodes de prévention. En tant que père éducateur, nous sommes censés sensibiliser la population. Ils doivent connaître leur statut sérologique et ils doivent savoir que la sensibilisation est gratuite, la prise en charge est gratuite, le médicament est gratuit. La 16e édition de Vacances sans sida a été placée sous le thème « Génération Android ». Cliquons sur le dépistage du VIH-Sida. L'autre visage de la guerre contre le terrorisme, c'est l'impact économique sur le secteur de l'hôtellerie et l'artisanat à l'extrême nord du Cameroun. Vous allez le voir, des artisans qui ont choisi d'abandonner leur activité faute de tourisme et de touristes à l'extrême nord du Cameroun, une situation qui ne cesse de se dégrader depuis de nombreuses années. Des précisions avec Amadou Daïrou et Gladys Sidier. L'extrême nord est la région de l'artisanat par excellence. Mais le secteur se meurt à cause de la guerre contre Boko Haram entamée en 2014. Les touristes se font rares et les artisans sont pour la plupart découragés. J'ai fait dans l'artisanat de reproduction et comme dans tous les secteurs de l'artisanat, il y a eu d'énormes difficultés parce que plus les frontières sont fermées. Le Nigeria ne passe pas, même des déplacements, même dans les zones frontalières, il n'y a pas de mouvement. La lutte contre Boko Haram a empiré la situation économique de cette région. L'artisanat est désormais relégué au second plan, même si certains passionnés ne lâchent rien et proposent leurs articles dans les différents marchés. Ces artisans, qui évoluent tous dans le secteur informel, ont récemment pris part à un séminaire de formation organisé par le Fonds national de l'emploi. Autour du thème « La formalisation des unités de production artisanale, gage de la croissance économique locale ». L'artisanat est malade, on peut le dire, parce que la majorité des artisans ou la majorité des gens qui exercent dans l'artisanat, de services, l'artisanat d'art et l'artisanat de production sont sur le secteur informel. Quand on est sur un secteur informel, c'est-à-dire quel que soit le cas, on rampe sur le même pas, on n'évolue pas. Donc, il faudra que la mentalité même d'abord des artisans change. La mentalité du pouvoir public qui accompagne les artisans, accompagne des personnes mûres. Nous avons dans un premier temps constaté que eux-mêmes, les artisans, d'une part, se font négliger, se négligent eux-mêmes. Se négliger veut dire quoi? Voir quelqu'un qui a un fort potentiel économique, malheureusement ne le met pas en valeur, malheureusement ne se fait pas connaître. Il reste toujours dans l'informel, alors qu'ils peuvent fabriquer des produits, les labelliser et puis évoluer. Des propositions de solutions en vue de la relance de l'artisanat dans la région de l'extrême nord ont été faites. Il ne reste plus qu'à les mettre en application et espérer de meilleurs rendements. La colère des ouvriers gronde dans une exploitation agricole située en Banjok. Après avoir récolté le cacao sur plus de 10 hectares de culture, ils dénoncent le non-paiement de leur rémunération, pourtant fixée à 250 000 francs CFA. Des précisions avec Charles Melingui et Marcelin Gransop. Dépité et ne sachant à quel sein se vouer, ce groupe de jeunes pygmées décide de quitter le village Niassi, en Banjok, direction leur campement à Mindourou, dans la région de l'Est, d'où ils sont partis le 9 mai 2018. Ces pygmées estiment avoir été abusés par leur patron, François Manga, ici représenté par le sieur Zimbassi, recruté le 31 mai dernier pour défricher et récolter 10 hectares de cacao. Grande a été leur surprise qu'à la fin des travaux, 2 hectares supplémentaires leur soient imposés sans qu'ils n'aient perçu la rémunération de 250 000 francs CFA qui leur avait été promise. Quand on est arrivé, ils nous avaient montré 10 hectares. Et ici, là, c'est 10 hectares maintenant. Quand on finit de défricher tous les 10 hectares, il dit que c'est 4 hectares
Il veut que vous défrichez encore combien d'hectares? Bon, il nous a montré 2 hectares encore. On a dit qu'on a défriché ça bien. Il reste maintenant une petite partie pour que ça finisse. Comme on ne pouvait pas passer directement pour aller, on ne pouvait pas commencer par là, on va partir. On est obligé de venir au commissariat. On l'a signalé là, on l'a expliqué là-bas. Le commissaire nous a envoyé ici à la sous-préfecture. Se sentant trompés et dupés, ces 14 pygmées et leurs familles ont donc décidé de retourner à Mindourou, non sans avoir saisi sans succès les autorités locales de Mbandjok, au rang desquelles le sous-préfet et le commissaire de la ville. Interpellés par nos soins pour comprendre le fin mot de l'histoire, le sieur Zembassi, que voici, balbutie. Et partir de chez moi, sans mon consentement et tout, et ce retour, et dire que tu vas partir de Mbandjok jusqu'à Yaoundé, tu vas arriver quand? C'est très impossible. Et là où ils sont à ma responsabilité, ils attendent le 5, je les dépose chez eux en bonne et due forme. Nous insistons pour savoir pourquoi les 250 000 promis n'ont pas été payés. Sa réponse est encore plus évasive. Là, il est question maintenant de les ramener et les déposer chez eux. Parce que le contrat est maintenant annulé. Et dire que la plantation de cacao au centre du litige appartient à François Manga, un ancien sous-préfet, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé connaître la loi. On tombe simplement des nues. Les gens qui passent tout le temps à nous traiter comme les tombes, c'est comme si on n'avait pas les humains là, que l'État doit mettre les gens là. Même si on ne suit pas la personne, quand on le met seulement en prison, puisque c'est déjà des trous partout. Là on part, on nous traite comme les animaux, c'est comme si on n'a pas le sang, c'est comme tout le reste. On est dépassé, tu vois, depuis la journée on est là avec les femmes et les enfants. Les syndicats de travailleurs sont formels. Il s'agit là d'un cas d'exploitation avéré. Un phénomène dont les pygmées et d'autres minorités sont régulièrement victimes. Eux que des exploitants agricoles utilisent comme des moins que rien et qui sont presque toujours payés en monnaie de singe lorsque leurs supposés patrons ne cherchent pas des prétextes pour ne rien leur donner. L'exemple malheureux du village Nyassi, Pambandjok, doit parler à tout le Cameroun. Des communautés villageoises ont choisi de garder leur mode de vie dans la forêt. À Bipindi, localité située dans la région du Sud, les multiples initiatives de leur intégration à la vie moderne n'ont pas réussi selon les autorités administratives locales. Évocation avec Joseph Abena. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'escale internationale, il reste moins de 72 heures pour Joseph Kabila et ses partisans de présenter le dossier du candidat du parti au pouvoir à la prochaine élection présidentielle. Pendant ce temps, Moïse Katumbi multiplie les actions pour rentrer en République démocratique du Congo afin de lui aussi de déposer son dossier afin d'être dans cette course pour la présidentielle à Kinshasa. On fait le point avec Eric Martial Diomo. À quelques heures de la clôture des dépôts de candidature, les spéculations se poursuivent quant à la candidature au nom de Joseph Kabila. Le président sortant, dont le mandat a expiré depuis décembre 2016, ne peut plus, selon la constitution congolaise, se porter candidat. Le Front commun pour le Congo, sa nouvelle plateforme politique, devra donc désigner le candidat de la majorité présidentielle au pouvoir. Si l'éventualité de celle de Kabila n'est pas complètement exclue et peut connaître une infime chance de succès, d'autres noms de potentiels dauphins sont avancés très essentiellement dans l'entourage immédiat de Joseph Kabila. En face, ça se bouscule dans les rangs de l'opposition pour cette élection présidentielle du 23 décembre prochain. Certains comme Jean-Pierre Bemba ont déjà déposé leur dossier à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vital Kamerhe, arrivé 3e en 2011 derrière Kabila et Étienne Tshisekedi, a lui aussi déposé le sien. Moïse Katumbi, quant à lui, n'arrive toujours pas à regagner la République démocratique du Congo pour la cause. Selon ses soutiens locaux, les autorités actuelles multiplient les stratégies pour empêcher le retour de ce candidat sérieux à la présidentielle de décembre prochain, ce qui n'exclut pas que ses partisans déposent son dossier de candidature malgré cette absence physique au pays. Des publi-reportages dans ce journal, on n'a pas fini de parler du SAGO. Les responsables du Salon de l'action gouvernementale ont tenu à récompenser le meilleur partenaire. Par exemple, le Sénamé s'est vu décerner le prix de la meilleure action de communication durant le SAGO édition 2018. Reportage. La collaboration du SAGO. Le SAGO 2018 joue les prolongations au Sénamé. Le Centre national d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels,
s'est vu décerner le Grand Prix de la meilleure action de communication à la 7e édition du SAGO. Au village du SAGO, à l'esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, le stand du Sénamé était particulièrement animé et accueillant. La Sénamé, c'est un outil qui a été mis en place par l'État du Cameroun afin de permettre aux Camerounais d'avoir accès à des médicaments de qualité et à des prix raisonnables. C'est-à-dire le rapport coût-qualité, nous voyons à cela. Il ne faut pas seulement voir la Sénamé au niveau de Yaoundé, mais il faut voir les médicaments qui arrivent dans nos différents villages au niveau de nos centres de santé. Vous connaissez Ngoïla, vous connaissez sûrement Fondjobukwet, vous connaissez d'autres endroits ici au Cameroun où, quand il n'y a pas ce genre de médicaments, les populations sont perdues. C'est ça le rôle de la Sénamé. L'engagement du Sénamé à mettre la bonne information sur ses activités à la disposition des visiteurs n'a pas échappé au comité d'organisation du SAGO, d'où ce prix de la meilleure action de communication. Du 24 au 29 juillet 2018, le salon de l'action gouvernementale SAGO était rendu à sa 7e édition. Comme au cours des précédentes éditions, c'était l'occasion pour les différentes administrations de communiquer et de rendre publiques leurs activités. La première édition du tournoi de l'unité a démarré samedi dans l'arrondissement de Tonga, département du Ndé. Il était question pour les fils et filles de cet arrondissement de pouvoir prôner le vivre ensemble. Reportage. Au patronage du sous-préfet de l'arrondissement de Tonga, dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun, qu'a démarré samedi dernier la première édition baptisée Tournoi de l'unité de l'arrondissement du même nom. Une initiative d'un fils du terroir, M. Tchumke Clovis. En prélude au coup d'envoi des rencontres de football, une marche de l'unité s'est déroulée dans les différentes artères du centre urbain de Tonga. Occasion de célébrer l'unité nationale qui trouve ses racines dans la date du 20 mai 1972, comme l'a si bien précisé son promoteur, M. Tchumke Clovis. Et compte tenu aussi du thème de la fête de l'unité, à Tonga on trouve des anglophones, à Tonga on trouve des petits, à Tonga on trouve des bassins. Donc j'ai trouvé que par Tonga, on peut lancer un exemple pour que tout le pays suive. L'après-midi prévoyait le démarrage proprement dit de ce tournoi de football. Plusieurs invités de marque y ont effectué des déplacements afin de vivre les temps forts d'une grande première dans l'arrondissement de Tonga. Des artistes musiciens du département du Ndé, alliant leur voix grave au son exotique de cette partie du pays, n'hésiteront pas à plonger les mélomanes dans une ambiance des grands jours. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga en personne qui préside ces festivités sportives. À ses côtés, le premier magistrat de la commune de Tonga. Dans son propos, le promoteur de cette première édition du tournoi de l'unité de Tonga précisera qu'il est question de stimuler les jeunes afin qu'ils participent amplement à la dynamique de l'émergence et travaillent pour trouver leur voie à travers le football, comme plusieurs autres footballeurs dont le talent s'est avéré ou consolidé à travers des tournois du genre. Et cela a été possible par le concours de beaucoup de grands frères ici, que je ne peux pas citer parce que tout le monde a contribué. Et déjà par votre présence, vous avez déjà contribué. Les nombreuses élites de cet arrondissement auront également pesé de tout leur poids afin que ce tournoi se tienne. Une fois le coup d'envoi donné par le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga, Port Football Club et Sao Paulo gratifieront pendant 90 minutes le public d'un spectacle de haute facture et se sépareront sur le score d'un but partout pour la plus grande satisfaction des élites de cette partie du pays. Le jour d'aujourd'hui au Cameroun, c'est le leitmotiv voulu non seulement par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est un vœu aussi très cher à tout Camerounais parce que l'actualité au jour d'aujourd'hui nous exige de réveiller en nous ou bien de faire montre de cet éveil d'unité et du vivre ensemble. Cette
étoile montante de l'arrondissement de Ntonga, nous invitons toutes les élites à lui soutenir dans cette initiative. Il est également rappelé qu'en prélude au coup d'envoi de cette rencontre, l'on a assisté à un imposant défilé des différentes formations devant prendre part au dit tournoi, entièrement équipé de maillots, chants et bas par le promoteur. La grande finale aura lieu le 25 août 2018, toujours à Tonga. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du 20h. Serge Alain, Equinox Info Soir se poursuit. Voilà, Cédric Nouffelé, on va revenir sur cette décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidoumpat, qui, samedi dernier, désigné, on va le dire comme ça, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert comme entraîneur national et adjoint à la tête des Lions Indomptables. Ce tandem venu du Suriname. Effectivement, deux Néerlandais dont l'histoire de leur performance en tant que footballeur et aussi quelque peu entraîneur